Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamonchi pour cette nouvelle vidéo, nouveau concept qu'on commence, pas innovateur non plus, concept inspiré très clairement de Cody de la chaîne des rebuts du catch avec ses top années 80, je crois qu'il en a sorti qu'un d'ailleurs actuellement, top match, je crois que c'est 5 matchs à voir durant les années 80, 5 ou 10, je crois que c'est 5. Donc voilà, totalement inspiré, je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas un top match de mes matchs old school et en remontant le temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Commençons en 1980 parce que 80 c'est la décennie la plus lointaine que je connaisse bien. Avant ça c'est les années 70. Les années 70 je connais grosso modo à peu près ce qui s'est passé, les top matchs à voir, etc. Mais j'ai pas non plus le matériel vidéo pour vraiment faire des années vraiment complètes et détaillées. Par exemple, si vous prenez les débuts des années 70, bon, les territoires, c'est un peu compliqué à tout trouver. Donc voilà, si c'est pour faire des années avec pas beaucoup de top matchs trouvables, ça n'a pas grand intérêt. Donc les années 80, c'est les années que je connais. Enfin, c'est la première décennie que je connais quasiment en intégralité. Donc je dis, tiens, on va commencer dans les années 80 et on va monter. Voilà. On va faire année par année, 80, 81, 82, 83, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Au fur et à mesure, je vais découvrir aussi des choses, hein, notamment la lucha libre et le Joshi Puroresu, que je connais pas vraiment. Voilà. Le Joshi parce que je m'y suis jamais vraiment intéressé, j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. Et la lucha libre parce que ça m'a jamais vraiment intéressé, notamment dans le style, où c'est très, voire trop chorégraphié pour moi. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais je me dis tiens, peut-être l'occasion de tenter de découvrir un peu le style et l'histoire de la lucha, et puis voilà, hein, m'y mettre un petit peu. Donc voilà, bon, je vais pas non plus tout découvrir, je vais m'appuyer sur les top matchs, recommandés notamment pour la lucha libre, parce que j'ai pas beaucoup de matériel disponible. Le Joshi, j'en ai beaucoup plus. Donc voilà, ce sera aussi pour moi une façon de vous reviewer un peu ce qui se passait dans le Joshi et dans la lucha libre à cette époque-là. Donc voilà, parce que je pense que c'est les deux, enfin je pense que c'est deux styles qui sont assez méconnus aujourd'hui en France, la lucha libre et le Joshi Puroresu des années 80. Voilà. Bon, après moi je n'y connais pas du tout, donc voilà, il va falloir que je m'y mette aussi. Mais voilà, je me dis que c'est pas quelque chose assez intéressant pour découvrir ces deux styles. Il y en aura certainement d'autres aussi qui seront couverts. Et voilà, si vous connaissez pas les styles un peu plus connus, les styles américains et japonais notamment, avec mes top matchs, ça peut être une occasion de découvrir un peu tout ce qui est territoire NWA, etc. Parce que quand on connaît pas trop et qu'on regarde un peu ça de loin, ça a l'air assez opaque, assez obscur, assez difficile à comprendre. Au final, quand on s'y met, c'est vraiment très simple d'accès, c'est facilement compréhensible. Et puis c'est un joli bordel au final à démêler, et on tombe sur plein de petites pépites, plein de petites choses assez intéressantes, etc. Donc il y a forcément quelque chose qui vous plaira dans les territoires. Voilà. Pas forcément tous les territoires, toutes les années, mais il y a forcément des périodes qui sont plus à même de vous plaire que d'autres. Donc voilà, ça peut être un exercice assez intéressant. Donc voilà. Et puis moi, je vais vous répertorier mes top matchs. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder un match, un deuxième, un troisième. Et puis, s'il y a un lutteur qui vous accroche, vous pouvez aller regarder ce qu'il a fait sur ce territoire en question, durant l'année en question. Et puis découvrir ce territoire, découvrir d'autres lutteurs qui étaient sur ce territoire. Et puis ensuite, voilà, cet autre lutteur sur ce même territoire va vous marquer, donc vous allez aller regarder ce qu'il a fait lui à son tour, et puis lui il est sur d'autres territoires, donc vous allez vous mettre à découvrir d'autres territoires. Donc ça peut être une grande toile d'araignée dans laquelle se faire prendre, mais quand même toujours intéressant. Pour commencer, expliquer un petit peu comment le catch était un peu régi durant les années 80. Donc aux États-Unis, c'était la NWA qui dominait le catch américain. Les États-Unis étaient divisés en territoires. Euh, En gros, dans chaque État, il y avait en gros une grosse compagnie dans chaque territoire. C'est pas toujours vrai, mais voilà. Pour le découpage de cartes, c'est ce qui est le plus simple à se mettre dans l'esprit pour mieux visionner un peu la chose. Sachant qu'il y a certaines compagnies certaines compagnies qui avaient un territoire sur lequel elles opéraient plus large que d'autres. Voilà. Par exemple, le territoire de Portland était résumé à Portland. Voilà. Voir quelques petites villes à côté, mais ça n'allait pas plus loin.
La AWA, le plus grand territoire, enfin la compagnie qui opérait sur le territoire le plus large. Je pense comme ça, la AWA devait être répartie, enfin, où se déplacer faisait des shows sur, je pense, facilement 5 ou 6 territoires américains, et ça allait jusqu'au Canada. Voilà. Donc, tous les territoires n'étaient pas logés à la même enseigne, hein, parce qu'il y avait des territoires beaucoup plus populaires, etc. Donc voilà. En gros, les territoires restaient, enfin les compagnies avaient des territoires, enfin des zones géographiques dans lesquelles elles opéraient, et elles n'allaient pas chez les concurrents. Comme ça, elles ne faisaient pas d'ombre euh, aux autres compagnies qui faisaient partie de la NWA. Donc elles étaient à la fois concurrentes et alliées. Voilà. C'était un commun accord de tu ne viens pas chez moi et je ne viens pas chez toi. Comme ça, on ne se dispute pas les fans, entre guillemets. Donc voilà, même chose pour les lutteurs, en sachant qu'il y avait des compagnies qui étaient en dehors de la NWA. Et du coup, même chose. Les lutteurs, les catcheurs qui faisaient partie des compagnies qui étaient dans le territoire NWA, pour la grande majorité, n'allaient pas catcher dans les petits territoires qui n'étaient pas dans la NWA, parce que les petits territoires rapportaient peu d'argent aux catcheurs. Et il y avait aussi le fait de, bah, si tu catches dans un petit territoire en Floride, le territoire le plus gros de la Floride qui lui faisait partie de la NWA, et ben, tu faisais concurrence à ce gros territoire de la Floride. Donc le gros territoire de la Floride te blacklistait, tu ne pourrais pas catcher dans ce gros territoire. Et du coup, puisque tu fais de l'ombre à un territoire NWA, l'alliance NWA faisait que tu n'allais pas catcher non plus dans d'autres gros territoires NWA. Donc pour les lutteurs, à partir du moment où ils faisaient leur trou dans un petit territoire et qu'ils rentraient dans ce réseau de gros territoires NWA, et ben ils ne retournaient pas dans les petits territoires sauf exception. Voilà. Donc en gros, dans les années 80 aux États-Unis ça se passait comme ça, États-Unis, Canada. Et voilà. Au Japon c'était plus ou moins pareil. Voilà. Parce que la All Japan notamment était chez NWA, la New Japan ne l'était plus. Mais ça n'empêchait pas des catcheurs, notamment WWF, WWE, enfin WWF à l'époque, d'y apparaître et de recevoir des catcheurs de New Japan, concurrents de All Japan, qui faisaient partie du circuit NWA. Voilà. Donc il y a quand même quelques petites exceptions ici et là. Mais voilà. Le style de lutte aussi beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui. Voilà. Beaucoup plus posé, le rythme. Beaucoup plus lent, beaucoup plus attentif, on va dire, dans l'attention était plus portée sur la construction des combats plutôt que sur le côté, on va dire, spectaculaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus spectaculaire que. Enfin, c'est beaucoup plus spectaculaire aujourd'hui qu'à l'époque. Mais à l'époque, le- leur objectif, voilà, c'était de raconter une histoire sur chaque combat. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus ou moins le cas. Voilà. Bon, après, des fois, il y a des relâchements, mais il y a quand même des excellentes choses aujourd'hui. On va pas dire le contraire. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte. Je vais vraiment vous présenter les combats de manière assez légère. Je ne vais pas détailler tous les combats. Je vous présente un top 10 dans cette vidéo. Mais dans la description de la vidéo, vous retrouverez un top 20. Voilà, pour vraiment ceux qui veulent vraiment découvrir le plus possible ces époques-là. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un matériel un petit peu plus grand, un petit peu plus élargi. Donc voilà. Sur les prochaines éditions, je détaillerai certainement un peu plus ces combats. Là voilà, j'ai fait une petite présentation d'à peu près 10 minutes sur comment ça se passait à l'époque, etc. Voilà, c'est pas hyper détaillé, mais ça vous donne quelques petites bases, etc. Après, aussi dans les territoires NWA, tous les styles ne sont pas les mêmes. Voilà. Voilà, il y a des styles où c'est beaucoup plus technique, des styles où c'est beaucoup plus brutal. Voilà. Hein. À vous de faire un petit peu comme vous aimez. Donc voilà. Top 10. Donc numéro 10. Un match à 3,5. J'aurais pas spécialement mis dans le top 10. Mais je tiens à le mettre et à en parler en premier. Pour vraiment vous le faire découvrir. Un match assez, assez unique, j'ai envie de dire. Un match tag chez à la AWA. Entre Nick Bockwinkel et Bobby Heenan. Ce bon vieux Bobby Heenan contre Greg Gagné, fils de Vern Gagné, promoteur légendaire et catcheur légendaire de AWA, et Super Destroyer Mark II, qui n'est nul autre que le Sergent Slaughter chez WWE, enfin WWF à l'époque. Voilà, dernier match de Sergent Slaughter sur le territoire, je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple pour moi et pour vous.
Euh, donc voilà, il fait ses adieux, il était heel avant, là il a tourné face durant l'année. Et puis voilà. Ce qui est hyper bien dans ce match-là, franchement, vous pouvez apprécier le match dans son intégralité, mais franchement, rien que regarder pardon, la performance de Bobby Heenan, c'est une performance 5 étoiles. Il est incroyable. Il fait le mec très arrogant, très emmerdeur, un vrai connard. Alors que quand il est dans le ring, c'est une vraie brêle. Voilà. Nick Bockwinkel, son partenaire, un catcheur très technique, très poussé, voilà, champion du monde, etc. Enfin, je crois pas qu'il soit champion du monde à ce match, durant ce match-là. Le match a lieu le 3 octobre 1980, donc chez AWA donc. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que Bockwinkel va prendre l'avantage, Bobby Heenan il va rentrer et il va dominer vite fait. Mais en fait, Bobby Heenan, ce qui est bien, c'est qu'il est super nul. Donc il va dominer parce que le travail a été fait par Nick Bockwinkel. Il va faire le mec arrogant. Il joue aussi beaucoup de son plâtre. Parce qu'il a l'avant-bras cassé dans le kayfabe. Donc, du coup, il s'en sert des fois quand il voit que en fait, il est dans le match, il domine grâce à Bockwinkel. Il va mettre des petits coups de pied de pute. Puis il va haranguer la foule, etc. pour faire le mec il est fort, etc. Et quand le mec, enfin son adversaire, il va reprendre un peu de force, Inan il va mettre un petit coup de plâtre dans le dos de l'arbitre, faut pas qu'il le voit sinon c'est disqualification. Comme ça, il va mettre le babyface en difficulté et puis derrière, il pourra faire le malin. Regardez comment je suis fort, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'en fait, à chaque fois qu'il va avoir un retour d'un face, le face il va avoir aucune difficulté à torcher Inan. Il va lui mettre un coup de pied dans le ventre. Et Bobby Inan il va s'écrouler par terre parce qu'il est nul, c'est pas un catcheur. Et toute l'intelligence de Bobby Heenan dans ce match, franchement, pour un non-catcheur, c'est vraiment une performance 5 étoiles. Alors Bobby Heenan, il a déjà une longue carrière à l'époque, hein, voilà, il connaît toutes les ficelles du métier. Ça m'étonne pas qu'une personne aussi experte du métier soit capable de faire une aussi bonne performance. Voilà. Mais dans l'exécution, franchement, c'est exceptionnel. Bobby Heenan, en plus, c'est l'une de mes personnalités préférées à l'écran de tous les temps. Donc voilà. Je tenais juste à signaler ce match-là. J'en parle en premier comme ça. Voilà. Vous dire de regarder, surtout regarder ce match-là. Voilà. Le trouver et de le regarder. Ensuite, Rick Martel contre Buddy Rose. Buddy Rose, du 26 avril, chez Portland. Je parlais du territoire de Portland tout à l'heure. Juste pour mettre en avant que Buddy Rose est un lutteur exceptionnel qu'on oublie beaucoup trop souvent quand on parle des grands catcheurs. Alors, c'est pas le catcheur qui peut rentrer dans la discussion pour le plus grand de tous les temps, etc. De toute façon, c'est très difficile de faire un tel classement. Mais voilà. Je pense que c'est un lutteur qui gagne à être connu, Buddy Rose. Parce que franchement, après Buddy Rose, c'est l'archétype on connaît pas les années 80, on connaît pas le vieux catch. On veut découvrir le vieux catch, on regarde, enfin on lance un match au hasard, on tombe sur Buddy Rose. On se dit ce mec-là, il est nul à chier. Il a une dégaine, Buddy Rose. Il a rien pour donner l'impression qu'il est fort. Le mec, il arrive. Alors, je trouve qu'il a pas de charisme, Buddy Rose. Voilà, c'est très personnel après le charisme, etc. Mais je trouve qu'il dégage rien, Buddy Rose. Donc comme ça, il t'accroche pas spécialement. Il arrive avec sa dégaine, avec son gros ventre. Tu fais bah, lui, je pense qu'il va se faire torcher. Et au final, dans tout ce qui est pacing, intelligence au moment de, de changer le rythme, enfin pas le rythme du match, mais transitionner les phases de domination, etc. Quoi faire quand exactement, comment jouer avec la foule, se jouer de l'arbitre, etc. Buddy Rose, franchement, je pense que c'est l'un des catcheurs les plus intelligents de l'époque, si ce n'est le plus intelligent de l'époque, peut-être. Mais voilà, Buddy Rose, il gagne à être connu. Match contre Rick Martel, gros babyface du territoire de Portland. Je préfère ce Rick Martel là. Si vous êtes un peu comme moi et que Rick Martel, ça n'a jamais trop été votre cam, parce que vous avez vu le Rick Martel de WWF ou le Rick Martel de la fin des années 80 chez AWA, je trouve que c'est un Rick Martel qui réussit mieux à embarquer la foule et qui est naturellement hyper over. Voilà, ça peut être pour vous un peu une réconciliation comme ça l'a été avec moi avec Rick Martel. Voilà, j'ai jamais été un grand fan de Rick Martel in ring, mais là je trouve que ça marche bien. Alors, peut-être notamment parce qu'il y a Buddy Rose et que Buddy Rose fait un excellent travail. Rick Martel, Buddy Rose, feud de l'année chez Portland. Si vous aimez ce match-là, vous pouvez aller checker des matchs de Portland durant les années 80. La grosse feud, c'est ça. C'est Rick Martel, gros babyface, Buddy Rose, gros heel du territoire.
Et toute l'année, les deux vont s'opposer. Buddy Rose va trouver des alliés dans les Sheeperders ou les Sheependers, je ne sais plus comment on dit. Ce sont non pas les Australiens, les Néo-Zélandais, c'est les Bushwhackers chez WWF, ceux qui sont reconnus comme les Bushwhackers. Et Rick Martel, lui, va trouver des faces pour s'opposer à eux, notamment Roddy Piper, qui est déjà excellent au micro. Donc voilà. Portland, l'un des territoires forts aux États-Unis. Je dirais pas le territoire numéro un, j'y reviendrai peut-être en fin de vidéo. Mais voilà, si vous voulez découvrir cette année les matchs Rick Martel Buddy Rose, ça fonctionne toujours. Troisième match, numéro 8 du classement, Bruno Sammartino contre Larry Zbyszko de chez WWF à l'époque, donc l'ancêtre de WWE. Voilà, une foule exceptionnelle qui porte le match. Ouais, de toute façon, si vous voulez des grosses foules, WWF, WWE même, cherchez un match de Bruno Sammartino, il y a toujours une grosse foule. Bruno Sammartino, c'est vraiment le dieu à l'époque, dans l'état de New York. Et voilà, Larry Zbyszko en plus, il y a une grosse histoire entre les deux. Voilà, Larry Zbyszko, ancien protégé de Sammartino, qui l'a trahi, etc. Voilà, quel gros connard ce Larry Zbyszko, il a trahi notre héros Bruno. Donc voilà, un brawling assez intense et assez cool. Voilà, je trouve que ils sont pas allés assez loin dans le développement de leur côté agressif. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité. Il y a de l'intensité l'un après l'autre, mais je trouve que dans ce genre de match, il faudrait que les deux soient intenses en même temps. Voilà. C'est pour ça que je plafonne un peu la note, que je n'ai pas non plus été dans l'extase dans ce match, mais excellent combat. Combat suivant, Bill Dundee contre Tommy Rich. Je disais en début de vidéo que le rythme était enfin beaucoup plus lent à l'époque qu'aujourd'hui. C'est le cas de manière générale, mais il y a quelques matchs quand même d'exception, qui font exception, et des combats et des lutteurs pardon, qui sont capables de catcher sur un rythme très élevé pendant une grosse dizaine, une grosse quinzaine de minutes. Et ce match-là, c'est l'exemple parfait pour l'année 1980. Bill Dundee contre Tommy Rich du 23 août. J'ai pas noté le territoire, je crois que c'est à Portland aussi. Je suis pas sûr de ça. Mais voilà, si vous voulez un match avec beaucoup de rythme, ce match-là, Bill Dundee, Tommy Rich du 23 août, excellent. Voilà. Ensuite, on a numéro 6, Bob Backlund contre Ken Patera. Du 19 mai, c'est le Texas Deathmatch qui a été élu match de l'année. J'ai pas noté, mais je crois que c'est par le Wrestling Observer de Dave Meltzer. Donc voilà. Je le noterai dans les vidéos, durant toutes les années. Les matchs que Dave Meltzer considère comme le match de l'année. Parce que comme ça, si vous vous retrouvez beaucoup dans les notes de Dave Meltzer, en découvrant les vieilles années, si vous n'avez jamais regardé, vous dites tiens, Dave Meltzer aujourd'hui, j'ai un avis qui se rapproche du sien. Il a élu ce match-là, match de l'année 80. Bah tiens, je vais regarder ce match-là. Et puis, si vous ne connaissez pas, comme ça vous découvrirez et Bob Backlund et Ken Patera. Et puis, s'il y en a un ou deux qui vous plaît, voir les deux, comme ça vous pourrez regarder l'année des deux lutteurs en question. Et puis découvrir plus facilement en suivant des catcheurs que vous avez découverts et appréciés. Donc voilà. Moi, je mets pas match de l'année parce que j'ai vu mieux. Et en plus, dans la rivalité entre les deux, je trouve que le premier match de l'année, qui a lieu le 21 janvier, que j'ai mis numéro 4 du classement, est meilleur. Voilà. Notamment du côté de Bob Backlund, où enfin, après, ça se joue à peu de choses. Hein. Je mets 3 quarts au Texas Deathmatch du 19 mai, alors que le premier match de l'année, je lui mets à 4 étoiles. Voilà. Dans le côté Bob Backlund, Babyface en péril qui va chercher la foule, je trouve qu'il réussit mieux sa connexion avec la foule. Sinon, dans le match, je trouve le Texas Deathmatch un peu moins bien construit. C'est un peu dû à la stipulation aussi, où on cherche vraiment à vraiment faire du gros brawling. Alors que dans l'autre, on essaie de raconter une histoire qui évolue au fil du match. Alors que dans le brawling, il se contente, entre guillemets, de faire vraiment de la brawl. Et je trouve que l'histoire développée est un peu moins développée. Voilà. Ils se sont un peu restreints, volontairement ou pas, à cause de la stipulation dans le fait de développer l'histoire du match. Je trouve qu'ils sont allés moins loin que lors du match du 21 janvier. Donc voilà, c'est pour ça que je mets le match du 21 janvier enfin, je le place mieux, je le mets en numéro 4. Numéro 5, donc entre les deux matchs, un match du 12 avril, toujours Bob Backlund contre Hulk Hogan. Voilà, j'en parle rapidement. Hulk Hogan, il est à l'époque. Bob Backlund, c'est le babyface, c'est le champion de la compagnie, c'est le champion WWE. Il est au milieu d'un règne de 4 ans, je crois. Non, 6. 6, je crois, je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je le note parce que c'est pour moi,
aujourd'hui le meilleur match de la carrière de Hulk Hogan. Voilà, 4 étoiles. Voilà. J'en dis pas plus. Souvent, on considère Hulk Hogan comme un mauvais catcheur. Je pense pas que fondamentalement c'était un mauvais catcheur. Mais voilà. Il a prouvé à l'époque, sur ses jeunes années, qu'il était un bon worker. Je pense qu'il aurait pu devenir encore meilleur. Mais il est devenu champion du monde. Il est devenu champion du monde du territoire qui devenait le territoire numéro un. Il devenait le numéro un, tout simplement. Le mec qui se faisait le plus d'argent, c'était pas le bon plan de se blesser. Donc je pense qu'il s'est dit, bon, je suis numéro un de la plus grosse compagnie. Les gens m'adorent déjà, j'ai pas besoin d'en faire plus. J'ai juste besoin d'être là, de gagner des matchs. Ça suffira pour faire de l'argent. Et ça a suffi pour faire de l'argent. Donc voilà, je comprends l'ami Hulk Hogan. Ensuite, le podium. 3 matchs qui ont lieu au Japon. Hein, c'est mon côté japonais, mais voilà, en toute objectivité, hein, je n'ai pas valorisé ces matchs-là parce qu'ils se passaient au Japon, juste parce que je les ai préférés. Donc voilà. Numéro 3 du classement, Giant Baba et Jumbo Tsuruta contre les frères Funks, Terry Funk et Dory Funk Jr. du 11 décembre 1980. Donc, finale de la World Tag League. Enfin, finale. Euh, Dernier match de la World Tag League qui va désigner l'équipe vainqueur de la Tag League. Ouais. Giant Baba et Jumbo Tsuruta sont derrière les Funks, ils ont un point de moins. Ils sont obligés de gagner ce match pour remporter la Tag League. Voilà. Je vous spoile pas le match, mais voilà. Match hyper bien construit, assez lent, ça monte en intensité, etc. Et en plus, dans ce match-là, il développe toute une rivalité dans le match entre Jumbo Tsuruta et Terry Funk qui va monter petit à petit. Voilà, Giant Baba, pas Giant Baba, Jumbo Tsuruta, il est là. C'est un peu l'élève de Giant Baba, même s'il est là depuis plusieurs années. Et il commence à développer une vraie personnalité à lui. Et Terry Funk va beaucoup l'aider durant cette année-là, parce qu'ils ont eu plusieurs matchs les uns contre les autres. Terry Funk, pas toujours avec son frère Dory, mais voilà. Et puis voilà, ça va commencer de manière assez fair play, on va dire, voilà, pas spécialement d'animosité, le match va commencer. Et puis il va y avoir un petit accrochage entre Terry Funk et Jumbo Tsuruta, et Terry Funk il va le narguer, voilà, il va se foutre de sa gueule au fur et à mesure, et puis il va lui faire des coups de pute. Et puis Jumbo Tsuruta il monte à l'intérieur, voilà, il commence à bouillir, il s'énerve, et à un moment donné, voilà, il se rebelle totalement. Voilà, c'est plus juste le petit jeune, c'est vraiment un mec avec une vraie personnalité, il veut pas se faire emmerder. Et voilà, Terry Funk va être un adversaire idéal dans ce registre-là. Voilà. En plus, Terry Funk, Dory Funk, très technique. Moi j'adore. Deuxième match du classement, Nick Bockwinkel contre Billy Robinson du 11 décembre, donc le même jour, le même show, toujours chez All Japan. Voilà, c'est pas le meilleur match entre les deux. C'est un match que j'ai noté à 4 1/4. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Enfin, ils ont déjà fait mieux, hein. Je crois que c'est en 77 ou en 78, j'ai un match entre les deux, pareil, qui se passe au Japon, où je mets 5 étoiles. Voilà, là j'ai mis 4 1/4. Un excellent match pour découvrir à la fois Nick Bockwinkel et Billy Robinson. Si vous aimez le catch technique, voilà. Il faut imaginer, pour faire des gros guillemets, je vais mettre des gros guillemets à ça. Nick Bockwinkel, c'est un peu un clone de Ric Flair. Voilà. Et Billy Robinson, c'est un peu le Zack Sabre Jr. de l'époque. Voilà. Donc vous imaginez Ric Flair contre Zack Sabre Jr. Et là vous kiffez. Donc voilà, il y a plein de matchs entre les deux, voilà, que ce soit aux États-Unis, au Japon, je pense qu'il y en a une dizaine, ou peut-être même plus. Euh, donc voilà, c'est pas le meilleur match entre les deux, mais c'est un match suffisamment long pour apprécier la technique des deux. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce match-là. Et puis voilà, c'est deux lutteurs qui gagnent à être connus. Voilà, c'est deux de mes lutteurs favoris de tous les temps. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un super combat. Et le meilleur match de l'année, le seul match qui aura lieu chez New Japan Pro Wrestling entre Tatsumi Fujinami et Oshino contre Kern et le Dynamite Kid du 18 janvier. Voilà, au tout début de l'année. Voilà, super match technique, très rythmé. Voilà, les juniors heavyweight de l'époque. Même si Fujinami, je crois qu'à cette époque-là, il est pas encore passé chez les poids lourds. 18 janvier, je crois pas. C'est pas impossible, mais je crois pas. Mais voilà. New Japan Pro Wrestling fait pas une grosse année en 1980. Voilà, tous les top matchs, franchement, c'est les matchs de Tatsumi Fujinami. Voilà. Si vous voulez voir le meilleur de New Japan en 1980, il faut regarder tous les matchs de Fujinami. Vraiment une masterclass du gars. Le mec, tu comprends, tu sais tout de suite que ça va être une très grosse star, sauf accident. On se dit la même chose de Dynamite Kid. Ça fait Dynamite Kid, eh bien, on a vu les écarts qu'il a eu durant sa vie, durant sa carrière. Et voilà.
Je pense que le Dynamite Kid, aujourd'hui c'est un mec qu'on retient pour son influence. Mais je pense que s'il n'avait pas déconné, on le retiendrait comme étant l'un des plus grands de tous les temps. Mais vraiment, hein. Je pense qu'il aurait sa place tout en haut, dans la discussion des mecs tout en haut, parce il a influencé un nombre de lutteurs incalculable, qui aurait même influencé un nombre de quasiment tous les lutteurs d'aujourd'hui. Et en plus, s'il n'avait pas fait ces conneries, Dynamite Kid, il aurait eu des grands accomplissements dans sa vie, notamment au niveau des titres, au niveau du palmarès, et une exposition sur des très grandes scènes. Bon, il a catché à WrestleMania, il a remporté un titre par équipe, etc. Mais je pense qu'il était destiné à encore plus grand, s'il n'avait pas foiré ses trucs. Donc voilà. Dynamite Kid, Tatsumi Fujinami, c'est la meilleure confrontation entre les deux en 1980, c'est la première de l'année sur un match tag. Ensuite va découler quelques matchs solo que je plafonne à 3,5, que j'ai pas mis dans le classement. Bon, vous les retrouverez dans le classement entre 10 et 20, enfin, entre 11 et 20, mais pas dans le top 10. Voilà. Mais ça reste des matchs intéressants si vous voulez voir. Tatsumi Fujinami, Dynamite Kid, excellent tous les deux. Voilà, en plus ils sont accompagnés par deux lutteurs très solides. Donc voilà. Vous avez certainement remarqué ou pas qu'il n'y a pas de grands lutteurs comme Ric Flair notamment. Mais il faut savoir que Ric Flair, j'ai pas vu de grand match de sa part en 1980, notamment parce que je n'ai pas de matériel vidéo de tous les territoires, hein, bien évidemment. Donc ce classement, je le dis que maintenant, mais je pense que vous l'avez compris. Ce classement dépend du matériel vidéo que j'ai. Donc j'ai quasiment tous les matchs, voilà, quasiment, hein. Notamment tous ceux qui sont répertoriés comme des grands matchs. Donc tout ça j'ai vu. Donc, il n'y a que Ric Flair, vraiment en termes de grand lutteur, que j'ai rien vu quasiment de son année. Notamment ça, il va feuder autour du championnat US à l'époque avec Greg Valentine. Et je pense que Greg Valentine avec Flair, déjà en 1980, ça doit envoyer du bois. Donc voilà, j'ai pas cette feud et j'ai pas les matchs qui vont avec. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Ric Flair dans le classement. Je pense que si j'avais eu le matériel pour cette feud notamment, je pense que j'élirais Ric Flair comme mon catcheur de l'année 1980, mais c'est pas le cas. Donc le titre honorifique de lutteur de l'année, je le donne à Bob Backlund, qui est celui qui a réussi quasiment tous ses grands matchs. C'est la grosse star du plus gros territoire américain. Il réussit tous ses gros matchs. Sauf quelques fois, je crois notamment, un match j'étais déçu, je crois que c'est contre Laris Bisco. Euh, où voilà, il essaye de faire le gros babyface, voilà, qui essaie d'embarquer la foule. Il fait le babyface en péril, mais il en fait des caisses, il fait du drama. C'est très artificiel et les gens rentrent pas toujours dedans. Donc sur ce match en question, je crois que c'est contre Laris Bisco. Je suis quasi sûr que c'est contre Bisco. Ben ça marche pas. Donc voilà. Sauf exception, Backlund il réussit tous ses gros matchs. Voilà. Il y a aussi un match au Japon contre Stan Hansen qui est bien, mais t'aurais espéré que ça fasse plus. Je crois que je l'ai noté à 3,5. Même chose où au Madison Square Garden, je crois que c'est au Garden, il y a Backlund contre Harley Race, le champion NWA. Donc énorme affiche. Le champion incontesté, le plus grand champion du monde, Harley Race, contre le champion du plus gros territoire. Enfin, pas du plus gros territoire, il y a WA, mais de l'un des top territoires des États-Unis, Bob Backlund, meilleur catcheur de l'année. Voilà. Ça marche, mais ça manque d'un truc. Voilà. Ça manque d'un truc. C'est un peu décevant quand tu vois quand, quand tu vois les deux noms. Tu te dis ça va être une tuerie absolue. Et c'est pas une tuerie absolue. C'est pas des matchs décevants. Enfin, c'est décevant dans l'idée que tu t'en fais avant. Mais quand tu regardes juste le match, juste comme ça, c'est un bon match. C'est deux bons matchs, même avec celui de Stan Hansen dont je parlais juste avant. C'est deux bons matchs. Mais quand t'as Backlund Hansen ou Backlund Rice, tu te dis ça doit être une tuerie. Malheureusement, c'est pas des tueries. Mais voilà. N'empêche que Bob Backlund, c'est quand même, à mes yeux, le meilleur lutteur de l'année 1980. J'ai pas de matériel pour la lucha libre. De grands matchs recommandés. Donc pas de lucha libre, pas de Joshi encore non plus. Donc, voilà, pour 1980, il n'y a pas. Le territoire de l'année, je donnerais ça à WWE. Enfin WWF à l'époque, avec Bob Backlund en main event. Enfin, sur le haut des cartes, t'es quasiment sûr que c'est toujours un gros match. Enfin, jamais de déception quasiment. Et puis dans la mid-card, ils ont des mecs qui savent
qui savent travailler la foule, ou même si à chaque fois c'est pas toujours des gros matchs, eh bien, ils réussissent à être hyper divertissants et les shows sont la qualité moyenne des shows est plus élevée chez WWE. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que j'élis le territoire de Vince McMahon Senior, territoire de l'année. Voilà. Aussi, chose importante, j'aurais dû en parler au début de vidéo. Le matériel vidéo, peut-être que sur les prochaines éditions, peut-être pas dès l'année 81, mais j'élirai aussi le show de l'année. Et peut-être éventuellement le show télé de l'année, quand je découvrirai les shows du Joshi et de la Lucha Libre. Mais pas forcément début des années 80. Pourquoi? Parce que il faudrait plus de matériel. Alors en 80, j'ai pas tous les shows télé de tous les territoires, même si je vais pas non plus regarder tous les territoires, parce qu'il y a certains territoires aussi. Il faut comprendre que on ne met pas de match qualitatif dans les shows télé, ou très peu, parce que le but de l'époque, c'était de faire déplacer les gens dans les salles. Voilà. À la manière de WWF, durant la fin des années 80, quand Vince McMahon Jr., donc notre Vince McMahon à nous qu'on connaît, qui dirige aujourd'hui WWE, booker sa compagnie, enfin WWF dans les années 80, fin des années 80 notamment, le show télé Superstars servait à mettre en avant les top stars. Par exemple, Randy Savage allait affronter un jobber, il allait gagner en 2 minutes, ça allait être un match de merde, mais semaine après semaine, ça allait établir Randy Savage comme une grosse star. Voilà. On fusait ça avec tous ces top stars face, tous ces stars heel. Voilà, il n'y avait jamais un match intéressant à Superstar, c'était que des squash, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, parfois un peu plus, 5 ou 6. Mais voilà, c'était pas intéressant. Mais sur des shows non télévisés, donc voilà, une grosse salle, un Madison Square Garden, mais pas enregistré, pas diffusé à la télé, et ben les gens allaient venir à 20 000 personnes pour voir des gros matchs. Parce que là, on allait annoncer André le Géant contre, je sais pas, avec Valentine ou peu importe, Randy Savage contre je sais pas, avec Steamboat. Et voilà. Et les gens, voilà. Sur les shows télé, ils découvraient les catcheurs. Vu qu'il y avait des squash, ils savaient qui étaient les stars. Mais ils voyaient jamais les stars s'affronter. Et par contre, quand on annonçait des shows qui n'allaient pas être télévisés, boum boum, t'as une star contre une autre star. Les gens là, ils sont excités. Ils se disent putain, là, on va avoir un vrai match. Mais par contre, on peut pas le voir à la télé. On est obligé d'aller au show. Donc voilà. Et c'est le cas pour beaucoup de territoires. Donc voilà. On a les shows télé, mais on n'a pas les shows dans les grosses salles. Voilà. Donc forcément, on n'a pas les gros matchs. Voilà. Notamment le cas pour Ric Flair, Valentine, on n'a pas les gros matchs. Donc sur certains territoires, c'est pas possible. Donc voilà. Quand il y aura plus de matériel vidéo sur les shows télé et sur les gros shows, certainement que je ferai un petit award sur le show de l'année et le show télé. Voilà. Après, le show de l'année, je pense que ce sera surtout à partir du moment où il y aura du pay-per-view. Je pense, à mon avis. Je pense que ce sera à partir de l'année 83. Enfin, peut-être pas dès 83, parce que dès 83, je crois qu'il n'y a que Starcade. Donc voilà. Après, on verra. Je verrai au fil des années. Enfin, au fil des éditions. Et donc, voilà. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai plus rien d'autre à dire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous plaît. Voilà. Donc, on reviendra, je pense, assez rapidement, normalement. Quoique, je crois que j'ai la suite de New Japan qui devrait arriver. Enfin, l'histoire de New Japan. Bref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, salut.